Bonjour à tous et bon réveil. Le jeudi 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale a retiré le droit de grève à certains fonctionnaires d'État tels que les agents de santé, les enseignants, les corps militaires et paramilitaires par la loi 2018-01 portant statut de la magistrature votée le jeudi 4 janvier 2018 à l'unanimité des députés présents et représentés. Le droit de grève a été retiré également aux magistrats. 3 années d'une part et 2 années d'autre part. Après l'expérimentation de ces différentes législations, plusieurs voix s'élèvent pour apprécier la plus-value apportée par ces différentes réformes opérées et en exposer les limites éventuelles. Nous en parlons ce matin dans le débat avec les débatteurs. Sont conviés pour l'exercice du jour Mathias Sossou, il est le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Il sera face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois L'Informateur, et Carles Kitome, qu'on ne présente plus sur ces plateaux de Free Matin. Il est le journaliste reporter d'images à ESAE Télévision. Bonjour à vous, cher monsieur. Bonjour. On vous retrouve dans un instant pour le débat. Dans le bulletin matin d'information, vous aurez à revivre les moments forts de la fête nationale de la France qui a eu lieu hier avec une cérémonie spéciale en raison de la Covid-19. À suivre également le compte rendu de la participation du Bénin au forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mais avant tout ceci, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les confrères informent que pour la vérification des examens et concours en cette période de Covid-19, le gouvernement lance les résultats. Aussi, il rapporte à la une que l'Assemblée nationale a adopté un nouveau règlement intérieur. Les prévisions astrologiques de ce mercredi 15 juillet de l'an 2020 seront une présentation de Atifa Olafa. Nosserine Fatoumbi nous rejoindra en fin d'émission dans la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dévoilera les bienfaits du petit cola encore appelé Garcinia. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Mise en place de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS, la sélection des membres lancés, la réforme du secteur de la santé dans sa grande phase ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une précisément, « Navigation fluviale en période de crue ». Hervé Romain invite les usagers à la prudence. Son message vous est dévoilé à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Ordre national des pharmaciens du Bénin, tout sur la nouvelle équipe. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Percée économique du Bénin, ce qui justifie les avancées notables ». Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Décentralisation effective pour impulser le développement local. L'autre défi de la rupture selon Luc Yakadia. Des détails aux pages 15 et 16 de la parution de ce matin du quotidien de service public. L'actualité titre ce matin en deuxième titre à la une. Brevet d'études du premier cycle session de juillet 2020. Le maire de Cotonou dope le moral au candidat. Consigne donnée pour le respect strict des mesures barrières. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités titrent ce matin en manchette. Défense des droits
14 juillet 2014, 14 juillet 2020, Émile Azandegbe interpelle Joseph Diogbenou. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. La priorité, titre ce matin en manchette, fin du projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin. Les mérites du maire Luc Setondia-Troko reconnus. Union européenne, AIMF et toute l'équipe du projet salué. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Le challenge, titre ce matin à la une. Examen de certificat d'études primaires 2020, la proclamation des résultats prévus pour le 6 août prochain. Le Soleil Bénin Info consacre sa manchette de ce matin à l'Assemblée nationale. Adoption à l'unanimité du règlement intérieur. Le nouveau texte est adapté aux réalités du temps, rapporte le confrère. Des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Bénin Intelligent, titre ce matin en manchette enseignement supérieur. Il faut sauver l'INGEPS. Alerte le confrère, des précisions aux pages 10 et 11 de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin, réforme à l'Assemblée nationale. Les députés modifient le règlement intérieur. Le député qui démissionne de groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Tout membre d'un groupe peut être destitué à la majorité des 2/3. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Les résultats des examens bientôt sur les plateformes numériques. Annonce le matinal ce matin à la une. Plus de précisions à la page 4 de sa parution du jour. Matin libre en manchette de ce matin, bourse du travail. Un réveil pour quel effet, s'interroge le Canard ce matin. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Non-maîtrise des règles, Diogbenou critique la presse. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre qui titre à la une ce matin, reçu par les ambassadeurs de la Chine et du Japon, Aboubacar Yaya, dans une diplomatie offensive à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre ce matin à la une, BEPC 2020, coronavirus contourné, déroulement de l'examen effectif. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette, vraie fausse disparition des 3 milliards des caisses de Bénin Contrôle. Les calomniateurs en répondront devant les tribunaux. La direction de Madame Dalmeda Henri aux larmes. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Développement de Paracou, projet asphaltage. Aboubacar Yaya décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Nous passons à présent à le matin qui titre ce matin en manchette, vérification des résultats des examens et concours en cette période de Covid-19. Le gouvernement lance bientôt les résultats. Assemblée nationale, après plus de 25 ans de pratique, le nouveau règlement intérieur enfin adopté. Titre le matin, ce matin en deuxième titre à la une. Libération à la une ce matin. Lutte efficace contre le coronavirus. Les propositions du maire Malik Gomina vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard Nord-Sud quotidien en manchette ce matin. Pour ses actions en faveur de la paix en Afrique, l'hommage du colonel Louis Akani au Guinéen Lansana Kouyaté vous sont dévoilés aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien qui dit en manchette ce matin. Assemblée nationale, deuxième session extraordinaire. Les députés finissent par adopter la modification de leur règlement intérieur. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent à l'économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin, augmentation de la production locale au Bénin, nécessité d'une organisation interprofessionnelle de la filière du riz. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et Notre Époque. Pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, Bénin Économie et Finances, comprendre les dernières performances économiques. Des précisions aux pages 3, 6, 7 et 10 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le jeudi 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale a retiré le droit de grève à certains fonctionnaires d'État. Par la loi 2018-01 portant statut de la magistrature votée le jeudi 4 janvier 2018, à l'unanimité des députés présents et représentés, le droit de grève a été retiré également aux magistrats 3 années d'une part et 2 années d'autre part. Après l'expérimentation de cette différente législation, plusieurs voix s'élèvent pour apprécier la plus-value apportée par ces différentes réformes opérées et en exposer les limites éventuelles. À cet effet, la rédaction de 2AETV s'est rapprochée de Constantin Amoussou, observateur et analyste politique, afin de recueillir ses impressions sur ces sujets d'actualité. On le suit. Il est vrai que cela fait 2 années et un peu plus que le Bénin fait l'expérience du réaménagement du droit de grève. Et en 2 années et plus, globalement en observant, on ne pourrait pas avoir le sentiment qu'un grand mal nous soit arrivé.
2 années académiques viennent de se terminer sans grande perturbation, sinon sans aucune perturbation dans l'administration des cours aux apprenants à nos enfants. Et je trouve également que dans le secteur de la santé, secteur par ailleurs très sensible, nous n'avons enregistré aucun mouvement de grève. Pareillement dans d'autres secteurs de la vie sociale, professionnelle de notre pays. On peut avoir, et moi j'ai globalement le sentiment que le peuple béninois, la population béninoise dans son ensemble en est bénéficiaire. Les enfants qui ont été capables de suivre leur cours sans aucune perturbation de façon contenue sur 2 années scolaires ont ainsi eu la possibilité d'assimiler les notions de formation et peuvent ainsi faire valablement face aux épreuves sur un pied d'égalité avec les enfants qui ont fait des cours privés. De même, et en ce qui concerne le secteur de la santé, le fait pour nous de n'avoir enregistré aucune perturbation dans l'exercice de la profession des acteurs de ce secteur a favorisé le maintien de la santé de nos compatriotes et donc la protection du droit de la vie, qui est quand même un droit fondamental. Et il faut se poser la question de savoir ce qui aurait pu se passer si, par exemple, dans une période comme celle-ci, qui est marquée par la pandémie de la COVID-19, notre pays était, par exemple, engagé dans un processus de grève, que les médecins décidaient de prendre à profit un contexte difficile pour lever les revendications et exiger et qu'elles ne soient satisfaites avant de prendre en charge les personnes qui sont souffrantes. Deuxièmement, et cela est très important, quand on aborde la question du droit de grève dans notre pays, les gens ont tendance à penser que le Bénin devient un État antidémocratique. C'est parce que c'est antidémocratique que le droit de grève a été supprimé ou restreint dans certains secteurs professionnels de notre pays. Oh non, oh non. Est-ce que l'Allemagne est une démocratie? La réponse est oui, c'est une grande démocratie même. Mais le droit de grève n'est pas autorisé aux fonctionnaires, en général en Allemagne et en particulier encore aux enseignants. Donc, lorsque vous allez dans un pays comme l'Allemagne, qui est un pays de grande démocratie incontestablement, le droit de grève n'existe pas pour les personnes qui sont dans le secteur public. Il faut le reconnaître et il faut le relever. Lorsque vous allez dans un pays comme les États-Unis, est-ce que le droit de grève est reconnu pour les personnels qui travaillent dans le domaine du public? La réponse est non. Lorsque vous allez en Chine, est-ce que le droit de grève, on peut dire que la Chine, elle, n'est peut-être pas une grande démocratie, mais il reste que les pays que je viens de citer, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, sont les moteurs industriels, sont les pays les plus développés. C'est même dans l'ordre, les 3 pays les plus développés au monde. Alors, ce qui risquait d'arriver était ceci. Que le Bénin continue, oui, sur le modèle de la France, qui a quand même une grande tradition de pays de contestation. On peut dire aussi, on s'en flatte, que la France est le pays de la Révolution française, etc., et tout, des droits de l'homme et tout le reste. Et c'est aussi vrai que la France est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de jours de grève par an. Mais posons-nous une question fondamentale. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dépouillé l'Allemagne, n'est-ce pas, de tous ses atouts, de ses colonies. On lui a prescrit des amendes, etc. Et tout. Donc l'Allemagne a souffert sérieusement de sa chute à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment s'est-il fait que de 1945 à ce jour, l'Allemagne soit devenue la première puissance économique en Europe et que la France, qui a des colonies partout en Afrique et parfois même en Asie et même en Amérique, soit toujours un pays à la traîne en Europe? Posons-nous la question. Posons-nous la question de savoir pourquoi et comment le Japon, qui a été attaqué avec les bombes atomiques, etc., et tout, en 1945, soit devenu l'une des puissances économiques et industrielles les plus fortes aujourd'hui dans le monde. Comment le Japon en est arrivé là? Les Japonais préfèrent, pour faire la grève, avoir un brassard à la main en train de travailler, ou même faire une grève de zèle, c'est-à-dire faire de la surproduction pour l'entreprise. Quand vous voyez bien tout cela, vous verrez que les pays dans lesquels le droit de grève est limité ou carrément n'existe pas sont les moteurs industriels du monde. Ce qui risquait donc d'arriver pour le Bénin, c'est qu'à l'image de la France, le Bénin, oui, soit vu comme le phare de la démocratie, on dit, en Amérique et en Afrique. Et pour mesurer que c'est un phare de la démocratie, c'est le pays de la grève, donc on va faire beaucoup de grèves, on va faire beaucoup de contestations, on va faire beaucoup de débats. Et supposons que pendant que nous sommes en train de le faire, un pays comme le Togo, qui est notre voisin immédiat, ça visait de construire l'économie. Nous allons nous arriver à un moment où nous sommes exactement dans le cas de la France et de l'Allemagne. C'est-à-dire que le Bénin sera
la France comme la France et le Togo sera comme l'Allemagne. Quand cela va arriver, les Béninois, par l'eau, vont vouloir traverser la frontière de Ilakodi pour arriver au Togo. Et les Togolais vont lever la barrière pour dire le Togo ne pourra pas accueillir toute la misère du Bénin. Ça, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on a cela à l'esprit, on doit se demander s'il faut continuer à faire, disons, le lit à cette façon d'entretenir la grève qui est contre-productive et qui, à la longue, non seulement nuit à l'État, mais nuit aussi au travail lui-même qui s'engage dans le processus. Restons avec Constantin Amoussou qui, au cours de l'interview accordée à la rédaction de ZAE-TV, a eu à aborder les relations de complémentarité qui existent entre la démocratie et le développement. Je vous invite à suivre à nouveau au micro de nos reporters. J'ai une grande tradition de militant syndical et qu'à l'université, j'ai fait l'UNSEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, qui a une tradition de syndicat radical, en tout cas perché comme cela. Vous savez, il faut parfois avoir la possibilité, se donner le temps de regarder les questions avec froideur et recul. Et quand je regarde ces questions avec froideur et recul, je considère et je constate que le Bénin n'a pas perdu à l'idée de ne pas avoir été capable de faire de la guerre pendant 2 années et demie. Ce qu'il faut donc voir, c'est d'insister sur la responsabilité partagée. Responsabilité pour l'État de ne pas attendre que la situation dégénère pour faire ce qu'il a l'occasion de faire. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à l'autorité gouvernementale et donc à ceux qui nous dirigent. Mais dans le même temps, c'est intéressant et c'est le constat auquel je suis arrivé. Et je considère qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et le regard que je porte sur le droit de grève aujourd'hui n'est pas le fruit d'un positionnement opportuniste. C'est le fruit de la responsabilité dans l'élan que je porte pour le Bénin, de le souhaiter comme un pays grand. Et parce que je le veux grand, et je le veux grand autant pour les travailleurs, autant pour les citoyens que pour le grand nom de notre pays. Et il peut importer pour moi d'appeler nos compatriotes à cultiver le travail. En Allemagne, tout le monde a la bouche ce mot Arbeit. Arbeit, là, c'est le travail. Et donc, le jour où tout le monde va avoir l'esprit travail. Les Japonais, eux, ils refusent les 20 jours de congé qu'ils ont par an. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent d'overdose de travail parfois. Je ne demande pas aux Béninois de commencer à mourir d'overdose de travail, mais je veux dire que si nous voulons devenir un grand pays, en tout cas un grand pays économique, nous devons faire comme les grandes puissances économiques. Mais si nous voulons devenir un pays de grande tradition de grève comme la France, dans le fait, on pourra dire que le Bénin est un grand pays de démocratie, de droits de l'homme, etc. et tout. Il restera que nous serons un pays sous-développé durablement. J'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de contrariété entre la démocratie et le développement. Et pour reprendre la thèse du professeur John Dewey, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il dit la démocratie doit permettre à chaque citoyen d'atteindre le plus haut degré de développement personnel. Et donc pour moi, quand on entend démocratie, ce n'est pas l'anarchie, c'est 2 régimes différents. La démocratie, ce n'est pas qu'un état de droit en réalité. En fait, la démocratie, pour être précis, c'est un état de droit et de devoir. Je vais même dire un état de devoir et de droit. Et lorsque vous regardez très bien, lorsqu'un homme est responsable, il sait placer ses devoirs avant ses droits. C'est quand tu as fait ce que tu dois faire que tu réclames ce qu'on te doit. Si donc tu dis et tu entends par l'état de droit, donc démocratie, que ce soit un état dans lequel vous allez réclamer, sans que vous ne fassiez vos devoirs, nous sortons du régime de démocratie, nous tombons dans un régime d'anarchie. Et c'est ça qu'il faut distinguer. Avoir donc à l'esprit que ce que je préconise et que j'appelle l'état de devoir, ce n'est pas un état où il n'y a pas de droit. Ce n'est pas l'état de droit, mais c'est l'état de la préséance du devoir sur le droit. C'est-à-dire l'état dans lequel on se pose la question, comme disait John Kennedy à ses compatriotes, qu'est-ce que je peux faire pour le Bénin? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Avant de poser la question, qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi? Depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale le 14 juillet, symbole de l'unité, de l'histoire et des valeurs de la France. Cette célébration est marquée comme dans beaucoup d'autres pays par un grand défilé militaire devant le président de la République, de nombreux invités de marque et un public enthousiaste. En raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19, la commémoration de cette année a été réinventée de façon à rendre hommage aux civils. Un hommage a été également rendu aux militaires et aux médecins engagés dans la lutte contre la Covid-19. La place de la Concorde a abrité la cérémonie composée d'un défilé militaire et d'un défilé aérien. À l'occasion
l'occasion, le nombre de participants et d'assistants à cette cérémonie a dû être limité. Retour sur les temps forts de cette cérémonie.
Le président Emmanuel Macron, qui avait promis ne plus accorder des interviews le 14 juillet, a abdiqué dans ce contexte particulier. Dans une interview accordée aux confrères français Léa Salamé et Gilles Boulot, le président français a parlé de la particularité de cette cérémonie sous fond de Covid-19. Il s'est prononcé également à nouveau sur les mouvements de protestation tels que les Gilets jaunes qui ont eu à marquer d'une manière ou d'une autre son mandat. Suivez un extrait de son intervention. Monsieur le Président, vous aviez dit en arrivant au pouvoir que vous ne feriez plus d'interview du 14 juillet, que c'était terminé. Pourquoi avoir changé d'avis? Pourquoi vouloir parler aujourd'hui? Pourquoi renouer ainsi avec la tradition? Alors, renouer voudrait dire que ce serait à nouveau tous les 14 juillet, je ne sais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que ce 14 juillet est un peu particulier. Et nous l'avons vécu ce matin avec beaucoup d'émotion et de fierté. C'est un 14 juillet qui consacre la fierté d'être français, notre fête nationale, dans lequel nous célébrons nos armées, nous l'avons encore fait ce matin, auxquelles nous devons tant, leurs familles, leurs blessés. Mais ce 14 juillet, nos armées ont accepté d'offrir un peu la vedette aux soignants, à ces femmes et ces hommes qui, pendant des mois, comme ils le font tout au long de l'année, mais cette fois-ci tout particulièrement, nous ont protégés, se sont battus pour nous face à ce Covid-19. Et c'est vrai que nous sortons de cette phase aiguë de l'épidémie. Nous n'en sommes pas débarrassés, on y reviendra sans doute. Le pays a été profondément bouleversé, traumatisé. Et je crois que ce 14 juillet avait un tour particulier qui justifie cet échange. Libre, ouvert, contradictoire, revenant sur la période qui vient de s'écouler, sur aussi les 3 ans qui viennent de s'écouler, et puis nous conduisant tous à regarder la suite de la crise sanitaire, la crise économique, sociale devant nous, les défis de notre pays, mais ses forces. Parce que je disais que nous étions émus ce matin face à ces soignants qui dépliaient le drapeau français avec les militaires, émus aussi face aux familles des victimes. Et donc je crois que notre pays est dans un moment un peu particulier de son histoire. Et nous devons aussi en mesurer la gravité. Et c'est pour ça que vous aviez envie de Oui. parler aujourd'hui. Monsieur le Président, nous allons bien évidemment avec Léa vous poser des questions sur l'épidémie de coronavirus qui n'est pas terminée, sur la crise économique qui est terrible. D'abord, en quelques mots sur vous et sur le bilan. Depuis 3 ans, il y a eu de nombreuses manifestations. Les Gilets jaunes contre la réforme de la SNCF, des retraites. On a vu des slogans, on a entendu des manifestants, on a entendu des Français exprimer à votre endroit de l'hostilité et parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, je peux le comprendre. Ça va au-delà de l'opposition politique, c'est ça que je voulais vous dire. Je peux le comprendre parce que d'abord nous sommes dans un pays qui a cela, dans son histoire, dans ses tripes. Parce que aussi j'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Ce président qui voudrait tout réformer pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir, que notre pays finalement s'adapte à la mondialisation. Ça n'est pas mon projet. Mais le jeu, des maladresses parfois, des phrases sorties de leur contexte d'autrefois, de l'opposition, de la vie politique, a fait que cette détestation a pu être alimentée. Donc je le constate comme vous, je le regarde en face. Les critiques sont injustes. Vous les avez trouvées injustes. Ce n'est injustes? pas à moi d'en juger. Je crois que la haine n'est pas acceptable en démocratie. On peut critiquer, moi je suis pour le débat, notre pays est une grande démocratie, mais la démocratie a cela que parce qu'il y a des élections libres, parce qu'il y a une liberté d'expression, la haine dans le discours et la violence dans les manifestations ne peuvent être acceptées. Parce qu'à ce moment-là, si on les accepte, elles détruisent la liberté, en quelque sorte, qu'on avait constituée. Donc, les critiques, même si, in petto, je peux considérer qu'elles sont injustes, elles font partie du jeu démocratique. Elles sont normales. Et j'aime d'ailleurs plutôt rentrer dans la contradiction, et je l'ai fait à plusieurs reprises. La haine, le discours radical, la brutalité, je crois que ça ne fait pas partie de la vie démocratique et que ça affaiblit plutôt une démocratie. Donc, j'ai vu comme vous, en effet, durant ces 3 années, les choses parfois se faire comme cela, avec des pics.
Revenons au Bénin. Le Bénin a pris part au forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Au cours de ce forum qui s'est déroulé par visioconférence, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchiané a eu à présenter la contribution du Bénin au titre de l'année 2020. Le thème choisi cette année est Action accélérée et solutions transformatrices, une décennie d'action et des résultats pour le développement durable. Selon le ministre Abdoulaye Biotchiané, le thème de l'année résume le défi auquel le Bénin est confronté. Il souligne que seulement 24,3% de la population vivant dans des ménages ont accès aux services de base. La proportion de la population ayant accès à l'électricité est de 34,5% avec un taux d'électrification de 29,2%. Et pour finir, le tribunal de première instance de Cotonou a vidé l'avant-dernier dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de l'année 2020. Au terme du procès qui a eu lieu lundi dernier, les inculpés ont été condamnés à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et association de malfaiteurs. À en croire le rappel des faits, un chauffeur de particulier estimant que le salaire de 35 000 francs CFA que son patron lui payait était insuffisant a planifié la mort de ce dernier. Alors que le patron, un Indien exerçant à Cotonou, rentrait à son domicile un soir, le chauffeur, de complicité avec d'autres assaillants, a planifié un braquage. Après avoir tiré sur le patron, les assaillants ont emporté la somme de 7 500 000 francs CFA en détention depuis plusieurs années. Ils retournent en prison pour purger le reste de leur peine. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Rosario Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Chers amis internautes, Fremantle se poursuit. Nous passons à présent au débat avec nos débatteurs. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Fremantle. Claude Alpha, bonjour. Bonjour. Merci d'être toujours disponible pour ces plateaux de Fremantle. Vous êtes face à notre nouveau invité, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour à vous. Bonjour, chers confrères. Mathias Sossou, vous êtes en face de Carles Kitome, journaliste reporter d'images à USA Télévision. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour, Abdelkader Achiro. Mathias Sossou, le Bénin a effectué depuis avril 2016 plusieurs réformes. Au nom de ces réformes, nous avons également le retrait du droit de grève, pour ne pas dire la restriction du droit de grève aux agents de la santé, aux enseignants et également aux magistrats. Après l'expérimentation de ces différentes législations, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Est-ce qu'il y a eu des avancées ou des regrets, des regrets? Oui, on ne peut pas tout de go commencer par parler des avancées ou s'il y a des regrets. Il faut mieux regarder d'abord derrière le miroir pour savoir ce qui a conduit à cet acte-là. Et moi, je crois que la période qui a précédé le retrait de ces droits de grève à ces différents agents n'était pas du tout reluisant. Je veux parler de la période qui n'était pas reluisante, parce que les syndicalistes faisaient de n'importe quoi, et ils prenaient le titre de syndicat comme des groupes de pression, et ils exigeaient à tout vent tout ce qui leur venait par la tête, et ils faisaient une certaine pression sur le pouvoir central pour obtenir ce qu'ils veulent, au mépris des intérêts même de la population. Et ça fait que le chef de l'État qui est arrivé à partir de 2016 a pensé à réformer autrement le système syndical. Et c'est ce qui a conduit à ce retrait de droit de grève à certains agents de la santé, de l'éducation et de la magistrature. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan et voir que c'est un peu bon. Et la situation est quand même stable, on ne constate plus
les grèves perclées comme on en connaissait dans le passé. Il faut quand même apprécier et dire que nous observons actuellement au moins une accalmie dans le pays et c'est pour le bonheur de la population. Carles Kitomé, Mathias Ossou parle d'accalmie, il estime qu'il faut saluer ce qui a été fait. Est-ce que vous partagez cet avis? Pleinement, je partage pleinement cet avis et je dirais que moi je prends pour exemple l'année scolaire que nous sommes en train de boucler. Vous avez vu, c'est une année qui a été fortement perturbée par cette pandémie du coronavirus. Mais ça a quand même permis à l'État de prendre des dispositions pour sauver l'année sans que les élèves ne perdent beaucoup de temps qu'ils auraient dû consacrer au cours. Mais moi, quand j'étais encore au collège, je me rappelle que chaque année, c'était peut-être 4 mois de cours effectifs, dans la mesure où les enseignants vont en grève dès la rentrée. Et donc, de la rentrée jusqu'en décembre, on n'allait pratiquement pas au cours. Après, on revenait au cours les lundis, les vendredis. Donc, du mardi au jeudi, c'était vacances. Et quand vous avez fait ça pendant 4 mois, à la fin de l'année, quand vous comptabilisez, vous n'avez même pas fait la moitié du temps qui devait être réservé pour les cours. Mais l'année est validée parce que vous avez été là. Eux, ils ont validé toutes les semaines. Et on compte les semaines, l'année est validée. Ce qui crée quand même un vide dans le cursus. Et ça a affecté pendant une vingtaine d'années le système éducatif au Bénin. Et donc, quand on fait la comparaison avec cette année, si on avait permis aux enseignants mécontents d'aller en grève, peut-être qu'on aurait fait 1 mois de cours. Parce que de septembre à mars, c'était pas long. On aurait fait peut-être en septembre grève, octobre grève, en novembre 2 jours sur 3, décembre 2 jours sur 3, en janvier, on aurait totalisé au plus 6 à 8 semaines de cours et on serait parti encore en vacances. Ça veut dire que cette année ne pouvait en aucun cas être sauvée. Donc cette année nous permet quand même de mesurer l'ampleur du désastre que cela causait. C'est vrai qu'ils ont le droit de réclamer, mais je prends l'exemple sur une famille. Quand vous êtes le père d'une famille et que les enfants expriment des besoins et que votre salaire ne permet pas de régler ces problèmes, si vos enfants refusent de balayer, de participer aux tâches de la maison et que vous devez souffrir, rapporter le peu et que rien ne marche dans la maison, je ne sais pas à quoi va ressembler cette maison. Et donc c'est une transposition à l'État. L'État essaie de faire ce qu'il faut. On peut réclamer, mais ne pas empêcher la machine de tourner. Ne pas empêcher la machine de tourner. Claude Alofa, en dehors du fait que vous êtes professionnel des médias, vous êtes également enseignant. On a retiré le droit de grève. On peut parler de restriction du droit de grève aux agents intervenant dans le secteur de l'éducation. Est-ce que cela a apporté quand même quelque chose de bien, de positif quand même aux apprenants? Oui, tout à fait. Non seulement aux apprenants, mais aussi aux corps enseignants et à toute la famille, aux Béninois en général. Il faut juste reconnaître et puis s'interroger sur le fait que ceux qui avaient l'habitude de lancer ces mots de grève n'aient pas lancé de grève pour les 10 jours qu'on leur a accordé tout au moins. Et je me suis dit, est-ce que c'était juste des choses qui se faisaient parce qu'on avait envie de se donner du repos ou parce qu'on voulait faire une certaine pression sur l'autorité exécutive. Puisque lorsque les problèmes n'ont pas été réglés outre mesure et nous n'avons pas eu de motion de grève, nous n'avons même pas eu de motion, rien de tout cela n'a été fait. Les 10 jours sont restés. Si on devait même en parler, on dirait que il n'avait même pas de manifestation, il n'y avait même pas de lettres adressées officiellement, de réclamation, rien de tout cela. Alors, finalement, on peut dire que le gouvernement actuel connaissait exactement ce qui se faisait, savait que c'était des grèves purement politiques qui étaient faites à l'époque. Les enseignants, ils sont allés au cours normalement, on a travaillé sans difficulté, ils ont reçu le salaire normalement, comme ils recevaient toujours, et puis tout s'est passé sans anicroche. Et donc, même les populations, quand on peut faire le bilan, vont se dire, mais ces gens-là abusaient de nous. Ils se foutaient pas totalement de la population. Et les élèves en parlent d'une manière ou d'une autre. Les élèves, un peu pour charité leurs professeurs, disent, mais il n'y a pas de grève cette année. Et, bon, c'est pour dire que ce qui se passait était juste de l'amusement. Et cela embêtait un peu
Alors, 1 an ou 3 ans après ou 2 ans après, on peut dire que le choix était le meilleur. Le choix de retirer ou de réduire, parce que sans avoir retiré, il n'y a pas eu de grève, donc on aurait même pu retirer, on aurait même pu... Le choix était le meilleur, mais dites-nous, Mathias Sosso, est-ce qu'on peut parler de retrait ou de restriction, puisqu'il y a quand même 10 jours encore pour exercer ce droit de grève. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas eu de retrait en fait, il y a eu de restriction, on a réduit le temps de grève qu'on observait. On a aménagé un peu. On a aménagé un peu, on a ramené à 10 jours. Alors, tout à l'heure, Claude Alanfa, quand il parlait de grève purement politique, il parlait que les enseignants abusaient un peu de ce droit de grève, par exemple. Et on parle également des magistrats, on parle également des agents de santé et autres. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants dans les écoles au Bénin, vous avez également des parents qui se rendent dans les centres de santé. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, où il y a eu cet assainissement-là du système de droit de grève, de revendication également, est-ce que vous pensez que les populations ont beaucoup plus accès aux soins de santé de qualité? Est-ce que vous pensez que les enfants ont accès à l'éducation de qualité? Parce qu'une chose est de revoir les droits de grève et une chose est que les enseignants fassent preuve de mauvaise foi. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut partir d'abord voir comment les grèves-là, ce qui était à la cause de ces grèves-là. Mon confrère a parlé de grève politique. Et je ne peux que résumer même tout ce qui se passait là en ces mots, d'autant plus que... Et s'il faut emprunter le mot au maître Adrien Ngwedi, ancien président de l'Assemblée nationale, qui avait parlé de télécommande, je dirais que ces syndicalistes avaient des gens en cachette qui les subventionnaient pour les soulever contre le président qui est au pouvoir. Le temps que Yahi Boni a vécu pendant les 10 ans était marqué par des grèves tous azimuts. Et c'est au cours de ces 10 ans-là que tous les fonctionnaires ont eu droit à tout ce qu'ils devaient avoir comme augmentation de salaire, et avec des primes à l'appui. Et si on prend par exemple le ministère des Finances ou l'ami qui est en prison maintenant, en tout cas le général sans troupe du ministère des Finances qui a déjà admis à la retraite, qui s'est retrouvé derrière les barreaux pour avoir obtenu un dépôt de 20 dans l'affaire de CNSS. De la CNSS, oui. Avait pris par exemple la disparition de Daïvo comme un argument. Laurent Métain, voilà. Et tous les mois presque, il lançait des mouvements de grève pour négocier l'augmentation de salaire pour ces fonctionnaires, pour les fonctionnaires du ministère des Finances. Et aujourd'hui que, je dirais, le président Talon est au pouvoir, on constate qu'il a réussi facilement à mettre tous ces acteurs du syndicalisme béninois à la retraite, tels que les Lokossou, paix à son âme, garçon Azoa, et d'autres personnes qui sont passées derrière les rideaux. Aujourd'hui, le peu qui reste là est désormais sans voix. On n'entend même plus parler de ces syndicalistes qui sont là, qui gèrent les affaires aujourd'hui. Et tout à l'heure, dans le journal, vous avez questionné Constantin Amoussou, tout à fait. Pas Constantin Amoussou. Constantin. C'est Constantin. Oui, c'est Constantin. Il y a un autre syndicaliste que vous avez... Non. Non, c'était pas Anselme, c'était Constantin Amoussou. C'est Constantin Amoussou, d'accord. Non, lui n'est pas syndicaliste. Il y a Anselme Amoussou également. Oui, voilà, il y a Anselme. Bon. Tous ces gens-là, on ne les entend plus parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que le président Talon fait aujourd'hui est tellement bien apprécié par eux tous qu'ils n'arrivent même pas à ouvrir leur bouche pour dire, ah, écoutez, ceci. Est-ce que c'est qu'ils sont dans les capacités d'ouvrir leur bouche ou bien ils estiment que, bon, si on se prononce, on ne va pas peut-être qu'on va le dire comme Tordino a l'habitude de le dire. Peut-être celui qui mange n'a plus le droit ou bien n'a pas la bouche pour parler. La bouche qui mange ne parle pas. Voilà. La bouche qui mange ne parle pas. Alors, Carles Kitoumé, dites-nous, c'était estime que ces réformes qui ont été opérées portent en torse et, je dirais, entachent un peu l'image de la démocratie béninoise. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est possible. C'est possible dans la mesure où nous savons qu'il y a des dispositions en ce qui concerne les droits de chaque catégorie de citoyens. Et quand ces dispositions sont empreintes, en fait, sont réduites, on peut lever de la voix, on peut donner de la voix, on peut parler. Mais quand nous allons dans le concret, il faut noter que les grèves ont vicié le système. Et ça a permis de distraire beaucoup de finances. En quel terme? Quand vous prenez le système éducatif,
Dans le système éducatif, les grèves font quoi? Les grèves permettent aux enseignants d'organiser après des TD pour prendre beaucoup d'argent aux enfants sous prétexte qu'ils les préparaient à réussir aux examens. Les grèves permettaient de diriger beaucoup plus d'enfants vers les écoles privées qui font de bons chiffres et qui reçoivent les enseignants du public qui ont des heures et qui sont payés pour ça. Quand vous allez au niveau du système de santé, quand les agents sont en grève et qu'un malade arrive, soit on lui demande de prendre en charge ce qui pouvait être gratuit, soit on le redirigeait vers une clinique privée où le même agent intervient et lui, il a forcément quelque chose en retour. Quand les policiers n'ont pas l'habitude d'aller en grève, mais imaginez que les policiers soient en grève, qu'est-ce qui va se passer dans Cotonou? Déjà, l'incivisme est comme dans nos gènes. Et quand les policiers ne seront pas, les gars, ils s'arrêtent au feu parce qu'il y a un policier. Quand le policier ne serait pas là, qu'est-ce que ça va devenir? C'est le policier qui incarne Et il faut voir un peu, de signalisation ou le fait tricolore. Il dépasse tout. Il dépasse tout. Quand le gars il dit il n'y a pas de policier, donc lui il brûle le feu. Quand il brûle le feu, il voit un policier, il dit il est fini. Ça veut dire qu'il n'y a que le policier qui l'empêche de faire cette connerie-là. Et quand vous allez au niveau du système judiciaire, les grèves, vous avez déjà eu à demander des actes au niveau du tribunal, des actes qui vous sont délivrés 3 mois après, des actes qui ont une durée de vie de 3 mois, qui vous sont délivrés 3 mois après. Ça veut dire que le temps même que vous pouvez utiliser est dépassé avant que vous délivre l'acte. Et parfois, vos documents disparaissent parce que tellement ils ont été en grève qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre de l'ordre. Donc, ça permet de garder des gens plus longtemps en prison. Ça a pénalisé tout le monde. Donc, autant ceux qui vont en grève, quand c'est un enseignant qui va en grève et qu'il a besoin de fournir des pièces pour un dossier, il est pénalisé. Il pénalise des enfants, mais lui-même, il est pénalisé. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Réduit à 10 jours pour moi, c'est bon. Peut-être qu'on aurait pu laisser un peu plus, mais leur comportement d'aujourd'hui les honore beaucoup plus. On sent ils sont plus dociles. Non, je ne vais pas dire qu'ils sont plus dociles. Ils donnent toujours de la voix, mais ce n'est pas de façon à nous empêcher l'État de tourner. Et peut-être à menacer le gouvernement, à marchander le gouvernement. Qui menace le gouvernement? Ils sont garçons en face. Qui menace le gouvernement? S'ils peuvent, ils n'ont qu'à mettre. C'est qui ce garçon-là, selon vous, Kales Kitome? Moi, je vous laisse deviner. Alors, Claude Alpha, tout à l'heure, je parlais avec Kales Kitome, on parle de démocratie, où certains parlent de droit, mais dans la démocratie également, il y a des devoirs. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Constantin Moussou dans le bulletin matière d'information, il dit que le Bénin est en route vers une république de devoirs également, où les citoyens également, en dehors des droits qu'ils doivent réclamer à l'État ou peut-être à l'exécutif, doivent avoir également des devoirs qu'ils doivent exercer. Oui, logiquement, dans une société, les sociologues disent souvent qu'il vaut mieux que chacun s'occupe de ses devoirs. Je crois que c'est là où nous arrivons. Le président Talon est en train de nous amener à appliquer cela. Si chacun fait ses devoirs, les autres auront leurs droits. C'est-à-dire que le président de la République sait que les fonctionnaires doivent manger. Les informations sur les statistiques de l'évolution de l'économie sur le plan national sont au niveau des pouvoirs publics. Et donc, un pouvoir qui connaît ses responsabilités, qui connaît ses devoirs, est obligé de pouvoir donc les satisfaire selon les moyens. Et vous voyez, c'est terrible parce que on se demandait si les fonctionnaires avaient juste envie de se reposer souvent. Et dans notre cas, ils avaient leur salaire, ils ne travaillaient pas du tout parce qu'ils étaient régulièrement en grève et ils exigeaient que l'argent vienne dans le pays. Et je me souviens sous le président Boni, il était les douaniers qui devaient donc prendre les recettes pour l'État. Ils pouvaient faire 2 mois de grève. Et pendant qu'ils sont en grève, ils disent qu'ils doivent recevoir leur salaire. Pendant qu'ils sont en grève, tous les autres fonctionnaires de l'État doivent recevoir le salaire. Et un peu comme si c'est le président qui devait fabriquer l'argent et donc les nourrir. Autrement dit, il y avait réellement un objectif de détruire le pays. C'était des apatrides. De régler les comptes politiques. Régler les comptes politiques, mais aussi détruire le pays parce que le pays n'avançait pas. Et donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de constater. Et eux, avec nous, tous ceux qui faisaient la grève, je crois qu'eux-mêmes sont fiers aujourd'hui. Ils sont fiers de porter leur titre. Quand ils sont enseignants, ils savent qu'ils ont fait leur boulot. Ils ont gagné de l'argent pour le travail qu'ils ont fait. S'il y a des difficultés, il y a des voies et moyens. Les ministres sont là et écoutent les groupes constitués. Je sais que
dans le cadre des aspirants, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites, qui ont eu lieu avec les divers ministres. Et je crois que le gouvernement a prévu beaucoup de très bonnes choses. Un contrat qui était prévu pour 9 mois. Et en cours de route, le gouvernement a vu la situation nationale, a demandé à programmer, payer un 10e mois à ces enseignants-là qui avaient dans leur contrat normalement 9 mois. Et donc, on n'a pas besoin de faire du bruit pour pouvoir obtenir, lorsqu'on a un pouvoir responsable. Et je crois que le pouvoir actuel est véritablement responsable. Et les syndicalistes, je crois, ils n'ont plus du boulot. Et j'allais me demander, je me questionnais, les 800 millions qu'on octroie désormais aux syndicalistes, à quoi ça va servir? Est-ce qu'il ne faut pas retourner ça, utiliser ça peut-être pour offrir ça aux paysans, aux agriculteurs? Parce que, je ne sais pas, et c'était juste, les 800 millions étaient utilisés pour faire les grèves. Non, ils ont une administration à tenir quand même. Ils ont des conseils à organiser. C'est un enseignant qui parle. Doivent pouvoir payer leurs cotisations. Quand les syndiqués paient leurs cotisations, vous voulez que l'employeur, contre qui vous voulez faire des marches, vous donne de l'argent pour donc venir lutter contre lui. On a fait tout ça à l'époque pour redistribuer les ressources nationales. Mais maintenant, je crois qu'on a un pouvoir qui sait où est-ce qu'on doit mettre l'argent. Et je proposais, je n'en ai pas l'autorité, mais en tant que citoyen béninois, que les 800 millions soient utilisés pour autre chose. Pour autre chose. Alors, Mathias Sousou, avant de vous revenir peut-être pour clore ce débat, dites-nous, tout à l'heure dans l'interview accordée à Constantin Amoussou, parce que la plupart des uns et des autres qui estiment que des droits ont été bafoués, des droits ont été foulés aux pieds et autres, prennent la France comme référence. Et il a eu à dire que la France est véritablement un exemple peut-être de démocratie, mais n'est pas un exemple en matière de développement à côté, par exemple, de l'Allemagne, avec qui ils font frontière. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup plus penser développement que de penser démocratie? Si c'est Constantin Amoussou qui le dit, moi je crois que je ne peux qu'acquiescer parce que je connais ces luttes qu'il a eu à mener au début de cette mandature. Ça veut dire que quelque part, il devient de plus en plus clairvoyant. Et il apprécie, plus lucide. Plus lucide, je dirais. Et il apprécie au mieux les différentes réformes en cours dans notre pays. Maintenant, parlant de démocratie à l'image d'un autre pays, je dirais non. Le Bénin a sa démocratie propre à lui, qu'il peut quand même inventer. Et vous n'allez pas me dire que la France va tricher un pays pour instaurer sa démocratie. De la même façon, nous avons une certaine culture de vivre dans notre pays et c'est cette culture-là qui va contribuer aux réformes qui vont quand même consolider la démocratie de notre pays. Nous ne parlerons pas de la démocratie du Togo, par exemple. Le Bénin a sa démocratie, a sa propre culture. Et dans les pays de l'Est, ou en tout cas en Europe et consorts, il y a quand même des pays qui sont démocratiques. Et pourtant, ils ne font pas comme les autres pays le font. Ils ne suivent pas la lettre, ils ont leur propre démocratie. Nous allons parler par exemple de la Russie, qui a quand même sa propre démocratie. Et l'Angleterre, qui a sa propre démocratie. En tout cas, ils ont leur manière de vivre et qui mettent au service de leur démocratie. Ça doit être de la même chose chez nous au Bénin. Si le président de la République, je vais nommer Patrice Talon, qui réinvente une certaine démocratie, comme l'avait dit le président Yahya Boni, qui a dit qu'il faut une démocratie Nescafé. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas quelle démocratie le président Talon veut nous donner, mais je sais que peut-être Milo, peut-être une démocratie quand même qui va remettre le pays au travail. Et j'ai constaté que la démocratie du président Talon met véritablement le Bénin au travail. Sinon, dans le temps passé, au temps de Yahi, c'est le président qui travaillait pour le pays. Mais ici, c'est le peuple même qui est au travail. Donc, quand toi-même, tu te mets au travail, tu programmes tes activités. Une gouvernance par le peuple et pour le peuple. Pour le peuple. Pour le peuple. Alors, Carles Kitore, tout à l'heure, je posais la question à Mathias Sousou, je vous l'avais posée tout à l'heure. On parle de démocratie. La Chine, c'est une démocratie. Le Japon également. Nous parlons également de l'Allemagne, nous parlons de la France. La France qui est assistée par les détracteurs de ce régime en place comme un grand exemple de démocratie. La France qui perçoit encore jusqu'à aujourd'hui des prééquations dans ses colonies n'arrive pas même pas à atteindre quand même l'image d'autres pays qui n'ont pas de colonies en Afrique. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que la démocratie est un frein au développement selon vous? La démocratie ne saurait être un frein au développement parce que si le peuple même va prendre des dispositions pour se diriger, ça ne peut que faciliter le développement. Mais cela ne peut pas être fait en occultant les valeurs intrinsèques et les valeurs culturelles de ce peuple-là.
si vous demandez à tous les Béninois aujourd'hui de prendre des pommes de terre à chaque repas, d'oublier la pâte de maïs, d'oublier en fait le télibon, d'oublier la sauce gombo et la sauce de crin-crin, je suis sûr que vous allez les tuer. Parce que ce n'est pas ça leur mode de vie, ce n'est pas ça leur façon de respirer. Vous ne pouvez pas interdire aux Béninois de manger du manioc. Donc en instaurant notre démocratie, nous devons prendre des dispositions pour permettre aux Béninois de pouvoir encore respecter leur régime alimentaire, respecter leur culte, leur danse, pouvoir faire les funérailles, respecter les morts et les naissances comme ils savent le faire. Mais si cette démocratie doit nous occulter ça, c'est que nous n'avons plus d'âme et nous ne pourrons plus rien faire. Ce qui veut dire qu'aucune démocratie ne saurait être jugée supérieure à une autre. Les gens peuvent venir avec des livres pour dire que le Bénin n'est pas démocratique, mais nous pouvons leur dire qu'ils ne sont pas démocratiques eux non plus, parce qu'ils permettent aux hommes de se marier entre eux. Et pour certaines personnes, ça choque en fait la sensibilité. Donc la démocratie ne peut pas venir heurter les sensibilités chez nous. La démocratie doit nous permettre d'avoir une harmonie autour de ce que nous respectons. Et je pense que c'est à ça que nous devons venir. Et quand on dit démocratie de talon, non, ce n'est pas une démocratie de talon. C'est que le régime qui est en place essaye d'ajuster les choses. D'ajuster les choses pour que la démocratie ne soit pas un frein à notre développement. Et même aujourd'hui, quand il y a la fête du 10 janvier, il y a des soucis, des problèmes qui se posent, mais tout ça, c'est pour que nous puissions essayer de vivre de ce que nous produisons. Nous voulons réduire aujourd'hui nos dépenses un peu à la mesure de nos recettes. Et je pense que c'est mon analyse de la situation. Et nous ne pouvons pas avoir des comportements qui vont entraver le vivre en commun. Le chef d'État a sorti le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est à sauvegarder au-delà de tout. Donc nous pouvons faire les grèves, nous pouvons faire tout, mais sauvons le vivre ensemble. Réclamons en sauvant le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Claude Alofa, très rapidement pour finir, est-ce que vous estimez que la démocratie, dans son effectivité, doit verser dans de l'anarchie? Non, en vérité, la démocratie, c'est la liberté pour tous. Tous. Ça veut dire quoi? Personne ne peut, en exerçant sa liberté, être un obstacle pour la liberté de l'autre. Et donc, la liberté est régie par des lois. Et quand nous constatons ce qui se passe, on cite la France, on cite beaucoup de pays, mais la démocratie, elle évolue. Elle évolue selon quoi? Selon donc les lois de chaque pays. Les générations, selon les nouvelles générations, il y a des lois qui s'imposent. En France, on n'a pas le droit de grève à fonctionner et aller d'étape en étape. On n'a pas eu les mêmes libertés en 1950. Mais ça évolue. Ça veut dire quoi? Que ce que nous appelons démocratie, c'est les générations font des débats à leur sein et décident de pouvoir instaurer des lois nouvelles selon les réalités du présent. Et donc, quand nous disons démocratie, ce que les gens appellent démocratie il y a 20 ans, on n'appellera pas ça démocratie dans 10 ans, on n'appellera pas ça démocratie dans 50 ans. Et donc, que personne ne cherche à copier l'autre. Les Américains sont dit être État démocratique, mais dites-nous, lorsque les Américains étaient en guerre au Moyen-Orient, un journaliste a été emprisonné simplement parce qu'il a écrit contre la guerre. Et les Américains ont trouvé que la liberté ne devait pas permettre à ce journaliste-là de critiquer l'État quand il est en guerre. Pourtant, c'était de la démocratie. Pourtant, c'était de la démocratie. Donc il y a la limite à ne pas franchir. C'est la loi de chaque pays. Et les lois ne sont pas transposables. Chaque État, chaque société instaure ses lois pour le développement de sa nation. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur Mathias Ossou. Un mot pour clore ce débat? Non, si j'ai un mot, c'est quand même de dire aux téléspectateurs de suivre régulièrement les AE Télé, parce que c'est une télévision qui est en ligne, qui permet à tout le monde de regarder partout où ils sont dans le pays. Merci à vous, Mathias Ossou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. Vous étiez également avec Carles Kitomé, qui est ici tous les matins, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous allons installer de l'instant à l'autre Nassirine Fatombi et Atifa Olafa pour respectivement Trucs et Astuces et l'horoscope du jour.
Bonjour chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Les prévisions astrologiques ne nous livrent pas assez de messages aujourd'hui, mais comme de coutume, nous retenons l'essentiel. Démarrons sans plus tarder par les natifs du signe Bélier. Cher Bélier, Vénus regardera votre vie de couple d'un œil complice, l'amour vous envahira et votre cœur exultera. Profitez bien de cette journée heureuse. Taureau, Mars pourra provoquer un climat de grave mésentente dans votre vie de couple. Pourtant, avec Vénus, quelques-uns d'entre vous passeront au contraire. Natif du signe Gémeaux, vous ferez bien de jouer cartes sur table avec votre conjoint sans tenter de lui dissimuler certaines choses qu'il désire ardemment savoir. Cancer. Les choses vont changer si votre vie de couple ronronne un peu trop gentiment à votre goût. L'influence dans votre signe de nombreuses planètes. Natifs du signe Lion, nombreux d'entre vous n'auront guère le temps de se consacrer à la vie conjugale, mais l'influence de Pluton pourra provoquer un regain de passion. Vierge, les amours et les sentiments auront les faveurs des astres. Si vous savez ménager la sensibilité de votre partenaire, les joies n'en seront que succinctes. Balance, vous compterez peut-être parmi ceux qui continueront à se débattre contre d'épineuses difficultés sentimentales. Mais ne restez pas indéfiniment vulnérable. Scorpion. Natif du signe Scorpion, côté cœur, la journée sera décidément positive. Votre vie de couple vous donnera pleine de satisfaction. Célibataire, si vous êtes très amoureux, une surprise pourrait frapper à votre porte. Sagittaire. Natif du signe Sagittaire, un vent de douceur et d'apaisement va souffler sur vos relations conjugales. Tous les couples qui ont résisté à la récente tempête profiteront des meilleurs jours à venir. Capricorne. Très bonne entente en couple grâce à Vénus. Cette planète réveillera votre sensualité et vous aidera à établir un dialogue fructueux avec votre partenaire. Verseau, cette journée sera idéale pour vous imposer un temps de réflexion et une mise au point dans vos sentiments. Votre destin amoureux dépendra de vos efforts et surtout de votre volonté. Alors, maximisez vos chances. Terminons par les natifs du signe Poisson. Cher ami Poisson, vous ferez de réels efforts pour préserver l'équilibre et l'harmonie de votre vie de couple. Il y aura bien sûr de petites disputes, mais rien de grave à l'horizon, rassurez-vous. Voilà, chers internautes, amis téléspectateurs, ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 15 juin 2020. Merci pour votre attention et à demain. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, nous parlerons du Garcinia, plus connu sous le nom de petit cola. Utilisé comme élément de base dans la fabrication de plusieurs médicaments, le petit cola cache de véritables vertus pour les hommes, les femmes et les enfants. Associé à du miel, du citron ou encore de l'ail, le petit cola traite plusieurs maladies comme les plaies de ventre, l'ulcère de brûlis, etc. Manger le petit cola soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il traite les maladies de sang telles que la drépanocytose, le diabète et renforce le système immunitaire. Il soulage aussi le cancer et l'hypertension artérielle et régularise le taux de sucre dans le corps. Manger à l'état naturel ou utilisé comme un ingrédient pour différents types de maladies, le petit cola participe à la guérison ou au soulagement des personnes souffrant de plaies, du paludisme, du rhume de poitrine, d'infections opportunistes associées au VIH, maladies bucco-dentaires, l'arthrose, etc. Le petit cola, dans sa formule générale, a une propriété coupe-fin qui permet de limiter l'appétit. Nombreux sont ceux qui ont du mal à résister à l'appel du grignotage entre les repas, surtout lorsque leur estomac réclame pitance. Consommer ce fruit est alors conseillé pour aider à réguler les habitudes alimentaires en évitant de grignoter des aliments dangereux à la fois pour la ligne et la santé. La consommation modérée du petit cola maintient éveillé et accroît l'endurance physique grâce à sa richesse en caféine et en théobromine. C'est aussi un puissant stimulant nerveux physique qui augmente la résistance à la fatigue et permet de rester alerte. La noix de petit cola a un effet incomparable à celui qu'a une tasse de café.
C'est tout, amis internautes, pour les astuces du jour. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Chers amis internautes, ici je refais Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes sur le www.ezetv.bj.